Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans le tout premier épisode de ce tout nouveau podcast que je lance. Ce podcast s'appelle Internet Pépette et c'est le podcast dans lequel je commente ce que tout Internet a déjà commenté. Le concept de ce podcast est dit dans cette catchphrase un peu neuneux que j'ai inventée. L'objectif, c'est juste de recréer un espace autre que ma chaîne YouTube pour prendre le temps de disséquer, commenter, critiquer des sujets qui font le tour des plateformes sociales. Ça peut être vraiment des sujets hyper connus et essayer d'apporter un regard ou un semblant de critique un peu différent de ce qui a pu déjà être dit sur les réseaux sociaux, ou aussi de s'attarder à analyser peut-être des signaux qui sont plutôt des signaux faibles et qui, à mon sens, vont potentiellement être porteurs de grosses discussions ou de bascules dans les mois ou dans les années à venir. L'idée, elle est exactement la même que celle que j'avais quand j'avais ma chaîne YouTube, c'est-à-dire apporter de la profondeur et un peu de critique ou d'analytique à des sujets qui peuvent de prime abord sembler être assez superficiels, voire carrément complètement dénués de tout propos ou de tout fond. L'idée, c'est de se dire qu'il n'y a rien de plus deep que la pop culture parce qu'elle raconte ce que nous, les gens, la masse, on est, on pense, on dit et on vit. Et c'est un peu la dimension que j'ai envie d'apporter à ce podcast avec de la légèreté, de la spontanéité et des choses qui, je trouve, du coup, manquaient un peu à l'époque sur YouTube. Écoutez, je sais pas trop si j'ai besoin de plus introduire le podcast que ça parce que je suppose que vous allez comprendre au fur et à mesure des épisodes quelle est finalement la volonté et le propos de ce podcast. Maintenant, deux trucs, je pense que j'ai envie de dire. Le premier, c'est si vous n'aimez pas un sujet, just wait, parce que fondamentalement, l'idée étant de brasser un maximum de thématiques différentes et de sujets différents, que j'ose espérer que vous trouverez quand même votre compte. Néanmoins, si vous ne supportez pas le franglais, c'est, je pense, le seul critère qui doit vous faire immédiatement quitter ce podcast et ne plus jamais cliquer dessus. Je ne vais pas transfigurer ma façon de parler. Je sais que c'est des choses qui nous ont été beaucoup reprochées dans les podcasts que j'ai pu faire avec Mathieu. D'ailleurs, j'en profite pour le remercier maintenant et tout de suite d'avoir fait un travail de fond pour me pousser à lancer ce podcast et de m'avoir aussi redonné le goût de la création de contenu par ses invitations. Je vous enjoins à aller écouter ce qu'il fait et à le suivre sur les plateformes. C'est sur les plateformes, on dirait qu'il a un OnlyFans. Maybe he does. En tout cas, je vous invite à suivre Mathieu parce que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et intéressant et que je remercierai jamais assez de l'aide et de la présence qu'il m'a apporté pour relancer ce projet. Néanmoins, c'est quelque chose qui m'est beaucoup reproché dans ces vidéos-là, l'usage du franglais. C'est ma manière de parler, c'est la manière dont les gens parlent sur Internet et c'est ce que j'aborde dans ce podcast. Donc, il n'y a aucune raison sur cette foutue planète que je transfigure ma façon de parler. Il est possible d'ailleurs que je parle moins en franglais dans ce podcast parce que ce n'est pas une conversation et que donc potentiellement je suis un peu plus centrée. Mais voilà, si vous détestez le franglais, si vous détestez les expressions d'Internet, si vous détestez les fillers, world et tout le tralala, just quit parce que vous allez haïr ce podcast. Petit PSA aussi avant de démarrer, c'est le tout premier épisode de podcast que j'enregistre de ma vie. Je découvre littéralement mon matériel à l'heure où je vous parle. J'essaye de faire en sorte que le son soit bon, que vous ayez une bonne, je sais pas, un équilibre voix, une bonne texture de voix, whatever. Je pense que j'arrive pas non plus forcément à très bien me rendre compte quand j'écoute moi-même ma propre voix si c'est qualitatif, agréable à écouter. Ce podcast, cet épisode-là en particulier, est un essai. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours, à me dire ce que vous en avez pensé. On essaiera au fur et à mesure d'ajuster pour que vous ayez l'expérience d'écoute la plus agréable. Maintenant que j'ai présenté le podcast, je me suis pas du tout présentée parce que je suis partie du principe que si vous écoutez le premier épisode de ce podcast, il n'y a aucune raison que vous soyez tombé dessus par hasard. C'est probablement soit parce que vous êtes mon ami et à ce moment-là, merci. Soit parce que vous êtes déjà abonné à mes réseaux sociaux, que vous me suiviez sur YouTube à l'époque. Et dans ce cas-là, je pense que vous savez très bien qui je suis et ce que je fais. Donc, ne pensez pas que voilà, je suis un but de ma personne et je considère que la terre entière me connaît. Je considère juste que personne ne va écouter ce podcast en n'ayant aucune idée de qui je suis. Donc je passe la biographie Wikipédia pompeuse pour directement rentrer dans le vif du sujet. Je me suis dit, quel meilleur sujet pour introduire ce podcast, pour démarrer Internet Pépette, que de parler du retour du télécrochet de l'émission de télé-réalité TF1 la plus populaire de ces dernières années, à savoir la Star Academy. La Star Academy a repris samedi dernier, on est lundi soir à l'heure où je vous parle. Samedi dernier a donc été diffusé le premier prime de la saison 3 de la nouvelle version de la Star Academy. Un prime extrêmement long, un prime avec 17 académiciens.
Et j'avais envie qu'on débriefe ensemble de ce premier prime, de ce casting en particulier, et d'angler un peu ce podcast autour du fait que la Star Academy est bel et bien devenue un incubateur à stars de demain, un incubateur à nouvelles stars de la scène musicale française. Et je me suis dit que c'était un bon prétexte, ce retour et ce nouveau casting, pour se poser un peu sur quelles sont les ambitions de la Star Academy, comment elle y arrive ou non d'ailleurs, et quels changements j'ai repérés dès ce premier prime, qui seront d'ailleurs à confirmer ou à infirmer, mais qui, à mes yeux, sont témoins de certaines bascules et me confortent dans l'idée de penser... Alors, encore une fois, PSA, je n'ai pas inventé l'idée que la Star Academy était un incubateur à nouveaux talents. Je veux juste essayer de me poser cette question avec vous sur la base de ce nouveau casting. Le premier truc qu'il faut avoir en tête, c'est que le casting, c'est intéressant parce que c'est évidemment la première fabrique, le premier passage dans un moule qui est fait par les casteurs de la Star Academy. Et donc derrière tout ça, il faut penser évidemment à Endemol, la boîte de production, mais aussi à TF1 et par extension au groupe Énergie et à tout ce qui touche à TF1. Et il faut aussi prendre en compte que c'est la maison de disques Sony Music qui est liée à l'émission et qui, évidemment, tout ce petit monde-là se coordonne aussi avec une idée assez précise de ce qui est recherché pour essayer de fomenter un casting qui soit potentiellement le plus apte à répondre aux problématiques et aux besoins de tous ces acteurs-là. Il faut avoir en tête qu'il y a une partie des candidats de la télé-réalité, du télécrochet, qui sont sélectionnés par les casteurs eux-mêmes. Donc tu peux envoyer ta candidature, mais il y a aussi toute une partie finalement de nos chers petits académiciens qui ont été sélectionnés via TikTok ou via Instagram par les casteurs. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est que du coup, la conséquence de ça, enfin d'ailleurs je sais pas si c'est la conséquence ou si c'est la cause, je sais pas quelle est l'œuf ou quelle est la poule, mais quasiment tous les candidats aujourd'hui, ils ont une présence en ligne, en particulier une présence sur TikTok. On a par exemple une candidate Emma qui a déjà écrit un titre qui a un peu percé sur TikTok. Bastian aussi, c'est un TikToker un peu connu et j'ai l'impression qu'ils avaient tous déjà une présence sur TikTok puisque quand les candidats ont commencé un peu à leaker, c'est grâce aussi et par les plateformes sociales qu'ils ont été un peu repérés par les fans. En tout cas, l'idée qui ressort de chaque saison de la Star Academy, c'est une volonté de fabriquer un casting qui soit à la fois calibré pour représenter la France, c'est un casting qui est excessivement divers, avec évidemment des femmes, des hommes, des personnes noires, des personnes asiatiques parfois, il me semble pas dans cette saison. Il y a toujours une espèce de volonté de créer un casting qui soit divers, mais qui en même temps ne soit jamais clivant, ne soit jamais dangereux, ne soit jamais un casting qui va créer du débat de base, parce qu'on l'a bien vu, à partir du moment où tu mets une femme noire dans une émission, elle se fait harceler, quoi qu'elle fasse, mais il n'y a pas volonté de créer un casting où la diversité joue un autre rôle que d'être un rôle de représentation. J'ai vu un TikTok très intéressant d'un TikToker qui s'appelle Razbay, il me semble, sur justement, c'était par rapport à Love is Blind France, mais sur le rôle que joue finalement la diversité dans le casting pour finalement ensuite annihiler toute forme de réflexion ou de progressisme dans les valeurs qui sont portées par l'émission. Je trouvais que c'était particulièrement vrai sur Love is Blind, je vais pas trop digresser, mais c'est vrai que c'était marrant de voir qu'il y avait un casting hyper divers, beaucoup plus ethniquement divers et religieusement divers d'ailleurs que dans plein d'autres émissions, mais au final pour porter des valeurs et un rapport au couple qui était d'un niveau de rance et de réac absolument immonde. Je trouve que c'est intéressant ce casting, la manière dont ils arrivent à jongler entre quelque chose qui est objectivement divers mais factuellement pas du tout politique d'une quelconque manière. L'autre, évidemment, travail de casting qui est fait par les casteurs, c'est de faire cocher à tous les candidats des espèces de stéréotypes ou en tout cas de trajectoires préécrites pour eux dans l'émission. Ça passe évidemment par des stéréotypes de type le beau gosse à la guitare qui était évidemment, qui est incarné par la figure de Pierre Garnier Music. On a tous les ans une pépette qui danse bien. On a eu Lenny, on a eu Carla en première saison. Je parle des saisons récentes. Quand je dis première saison, je parle de la version 1 de la nouvelle Star Academy. On a eu Emma l'année dernière. Là, à voir qui va être cette pépette-là. On a toujours des trajectoires de normies qui sont révélées par le chant, qui n'ont jamais chanté en dehors de leur chambre. Ça, c'était vraiment Elena qui était ce stéréotype-là, mais on en a un tous les ans. Et puis, on a aussi ce stéréotype dans lequel rentrait Ebony, qui était de la jeune femme noire qui, en vérité, graillait tout le monde sur tous les plans, mais qui a été plus utilisé comme le counterpart ou le... Je sais pas comment utiliser, quel mot trouver, mais que c'était plutôt, l'objectif était plutôt de valoriser Marine. Je sais pas comment expliquer, mais il y avait quelque chose qui avait été créé dans la dynamique d'opposition qui venait aussi du public, entre les deux candidates, où finalement le talent d'Ebony, il avait aussi pour objectif de valoriser Marine d'une certaine manière. Mais on pourrait rentrer dans un débat très long d'ailleurs là-dessus. Tout ça pour dire en tout cas que tous les ans, ils essayent de repérer des personnalités qui vont pouvoir rentrer dans certains stéréotypes. On le voit très bien dans le premier prime d'ailleurs parce que le choix de chansons, il est quand même hyper parlant. Enfin, moi je trouve ça fou à quel point les choix de chansons sont encore d'une ringarde
vantardise sans nom. Et c'est d'autant plus surprenant que ce premier prime a été construit sur la thématique de la carte blanche, que soi-disant les académiciens auraient été parfaitement libres de choisir quelque chose qui va les représenter, mais je ne vois pas en quoi c'est représentatif de jeunes entre 18 et 25 ans de chanter les versions traduites de chansons pop. Quand t'as le droit de chanter la version originale d'un titre un peu pop, c'est parce que c'est vraiment un titre qui a été bastonné par TF1 et Énergie. Et typiquement, je trouve que le choix de présenter donc Bastian, qui est donc on va dire le goofy gay à paillettes qui adore danser de la saison, sur du Mika, genre really? Enfin, Grace Kelly, c'est-à-dire que vraiment, on l'a fait performer sur un son qui date d'une époque où je pense que Mika lui-même n'était pas out. Enfin, je trouve ça absolument esbaudiant et incompréhensible. Malgré les choix de casting divers, il n'y a jamais une volonté, en tout cas par le biais de la musique, de choquer ou de perturber. C'est d'ailleurs pour ça que la performance de Ebony à la fin est frappante et elle est revigorante quand on se tape 2 heures de prime, parce que pour le coup, il y a une volonté de créer un choc, une surprise qui a de l'aspérité, quoi. Ce qui est aussi intéressant, c'est à quel point le casting, au-delà d'être fait sur une certaine vitrine de diversité, il est aussi fait sur des valeurs, et ces valeurs-là, c'est des valeurs hyper traditionnelles, hyper classiques. Évidemment, d'un côté, c'est un casting qui ne choisit que des élèves qui sont portés par la foi dans la méritocratie, parce que de toute façon c'est une valeur centrale française, et en plus de ça aussi parce que tout simplement c'est le concept de l'académie qui te promet que si tu travailles dur, que tu t'investis, tu vas gagner, tu vas réussir. L'autre grande valeur qui est portée par l'émission dans son casting, c'est la famille. C'est un TikTok d'une TikTokeuse qui s'appelle Intellectual Nympho qui réagissait là-dessus, et je trouve que c'était hyper vrai. Je m'étais jamais fait la réflexion. Dans tous les portraits, en fait, la famille joue un rôle hyper central pour tous les candidats, alors que objectivement, moi je pense que si je sondais mes proches entre 18 et 25 ans, si on avait été amené à faire une télé-réalité, ou même pas d'ailleurs, si j'avais dû me présenter, je n'aurais pas présenté ma famille comme étant le centre de ma vie. Non pas que ma famille ne soit pas importante pour moi, mais entre 18 et 25 ans, il y a normalement beaucoup d'autres choses qui sont le centre de ta vie, à savoir tes amis, tes amours, la fête. Chez Elena, on avait donc sa mère qui a joué un très grand rôle, qui est toujours très présente. Parents de Marine, c'était pareil. La mère de Lenny, c'était pareil. Même Marguerite, qui était quand même la candidate, on va dire, qui pouvait trancher avec certains stéréotypes de genre, ou qui avait la volonté elle-même de s'extraire de certaines dynamiques de genre ou de certaines dynamiques traditionnelles. Elle-même, son storytelling dans toute l'émission, et même encore aujourd'hui, c'était sur sa fratrie. Elle est apparue dans le Prime 1 en écrivant une lettre à ses frères, ou alors c'est ses frères qui lui ont écrit une lettre, je sais plus, mais en tout cas c'est marrant de voir à quel point même des candidats qui tentent de s'extraire d'une certaine manière du cercle Starac et de remettre en question certains codants de l'émission ont eux-mêmes été castés sur la base de certaines valeurs, en particulier les valeurs de la famille. Et c'est évidemment une stratégie parce que de un, c'est rassurant, voilà, des gens qui aiment leur famille, qui ne sont pas dans une démarche trop rupturiste, c'est intéressant pour les valeurs de l'émission, mais surtout ça l'est aussi parce que ça crée une dynamique de projection. On a besoin d'avoir des candidats dans lesquels la ménagère de moins de 50 ans ou de plus de 50 ans d'ailleurs peut projeter son fils, sa fille, et les plus jeunes peuvent projeter un grand frère, une grande sœur. À côté de ça, pour le coup, les relations amoureuses et la valeur de l'amour romantique est complètement l'angle mort de l'émission. On n'a pas eu du tout de relations amoureuses affichées explicitement dans la Star Academy dans les 3 dernières saisons, et c'est même intéressant, sans porter aucun jugement sur est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, la relation entre Pierre et Elena, on a toujours une énorme partie de la fanbase qui ne veut pas accepter que ça puisse être autre chose que de l'amitié. C'est quand même intéressant de voir l'obsession d'une certaine partie de la fanbase pour le fait de refuser toute potentialité d'un lien qui sorte de l'aspect fraternel justement ou amical. Pour autant, c'est pas parce qu'il y a un casting qui est fait de manière très précise avec des stéréotypes et des storylines déjà préécrites que forcément les casteurs ou la production a toujours le dernier mot ou a toujours raison. Typiquement, c'est intéressant de le voir avec le profil d'Elena par exemple, qui n'était pas particulièrement, je vais pas dire qu'elle n'était pas valorisée dans l'émission, mais en tout cas, typiquement Michael Goldman, le directeur, n'a jamais été particulièrement enthousiaste vers le profil d'Elena, et c'est la candidate après Pierre Garnier qui a le plus de succès. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que une fois qu'on a eu ce profil qui a émergé, finalement ensuite, très rapidement, dans les saisons suivantes, on recherche une Elena. Sans dire que Marine et Elena sont la même personne, mais on peut évidemment voir dans les deux profils quelque chose de similaire. Une girl next door qui ressemble à tout le monde, qui a des valeurs populaires. Là, cette année, j'ai pas encore identifié assez tout le monde pour le dire, mais je pense que typiquement une Anouk à qui on fait chanter du Elena et qui vient de Belgique et qu'on place sur le plateau avec une DA un peu journal intime à la Elena, bon bah tout ça c'est quand même des choses qui te laissent à penser que c'est quelqu'un qui va progresser dans l'émission avec une storyline assez similaire à celle d'Elena. Puis il y a aussi des profils qui ne marchent pas, enfin typiquement on le voit avec le profil de Lenny par exemple, qui était une des petites chouchoutes de la production, qui a été extrêmement mise en avant dans sa saison, puis après elle a été placée sur Danse avec les stars. Pour autant ça n'a pas suffi à faire percer son projet. Je trouve que ce qui est aussi intéressant, c'est à quel point on ne voit plus du tout la saison numéro 1,
Et je me suis demandé en préparant cet épisode si c'était parce que le casting avait été raté et du coup tout le monde a flop et en fait c'était trop naze. Et je pense vraiment pas, parce que pour le coup, typiquement une Enola, je crois, moi je trouve que c'est une meuf qui dans une autre saison, je pense qu'elle aurait vraiment bien marché, parce que c'est plutôt une genre de Marguerite dans le style. Il y avait des bons profils de drama queen, il y avait une danseuse avec Carla, enfin je trouve qu'il y avait quand même des bons profils. Mais moi je pense que vraiment ce qui a signé l'arrêt de mort de cette première saison reboot, c'est la victoire de Pierre Garnier. Je vais blâmer PGM sur ce coup-là, mais je pense sincèrement que Pierre Garnier a eu un tel succès qu'en fait il a reset tout ce qui s'était passé avant. Genre pour TF1, pour Énergie, et même pour Sony Music et pour tous les partenaires impliqués, en fait, quand on a quelqu'un comme Pierre qui devient, grâce à la Star Academy, une des plus grosses stars de la pop/variété française, tu peux pas revenir à quelque chose de moins bien qui s'est passé avant. T'es obligé d'avoir Pierre comme espèce de référentiel. Pierre a reset le truc, donc je vais blâmer PGM. Anisha a flop à cause de Pierre Garnier. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi qui marche après la Starac, parce qu'il y a évidemment les projets, les storylines, les ambitions des acteurs engagés dans les émissions qui jouent, mais il y a aussi évidemment un truc qui est lié à ce qui se passe après la Star Academy. On le voit, l'album offert par la victoire, il suffit pas parce que Anisha l'a gagné et elle est aux abonnés absents. Néanmoins, c'est évident que l'investissement d'une maison de disques et puis de TF1 et de la machine TF1, Énergie, NMAS, tout ce que tu veux derrière, joue évidemment dans le succès d'un artiste, parce qu'il y a aussi un accompagnement qui est fait sur le fait d'être bankable, d'être bon en com, de s'adapter à toutes les nouvelles attentes du star system, à savoir les réseaux sociaux, le networking et tout un tas de choses. Je pense que voilà, il y a des artistes qui arrivent à cocher toutes les cases parce qu'ils sont natifs de ces plateformes-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça fait un peu mentir cette promesse qui est que aujourd'hui les réseaux sociaux te permettent de percer quoi qu'il arrive, parce qu'en fait on le voit, tous les candidats qui n'ont pas été signés par des maisons de disques ou qui sont pas soutenus par des grosses machines derrière, ils tentent d'utiliser TikTok ou les plateformes sociales pour percer, mais ça marche pas. En fait, à un moment, être présent sur TikTok, ça ne fait pas tout. Ce qui fait tout, c'est d'avoir réussi à fédérer derrière toi des gens pendant la Star Academy, et après quand même d'avoir la machine TF1 etc derrière qui joue. Et c'est d'autant plus intéressant d'ailleurs qu'il y a une espèce de petite hypocrisie dans le discours de TF1 de claimer cette espèce de grande famille de la Star Academy, de dire que tous les candidats en feront toujours partie, mais il y en a qui ne font même plus partie, je pense, dans l'esprit des gens de la grande famille Star Academy. C'est une famille certes, mais qui a définitivement des chouchous. Maintenant qu'on s'est un peu parlé de tout ce que je pensais du casting et de la façon dont le casting pouvait être fait, j'ai eu envie qu'on s'arrête un peu sur les nouveautés ou les trucs que j'ai un peu perçus cette année et qui pour moi signifient quelque chose dans finalement les évolutions que font la Star Academy et encore une fois tout le système qu'il y a derrière pour devenir cette espèce de go-to incubateur à star. Le premier truc, c'est ce que je disais avant, je pense que la Star Academy a compris qu'ils étaient parfaitement capables de créer un très beau profil de chanteur ou de chanteuse mainstream populaire par saison. En l'occurrence, la plupart du temps, c'est le ou la gagnante, c'est Pierre, c'est un peu Elena en vérité aussi, mais c'est Marine l'année dernière. Quelqu'un qui a un grand succès populaire, ils arrivent à voir que leur gagnant ou leur gagnante a ce succès-là. Mais je pense que ce qu'ils voient aussi, c'est qu'ils sont aussi capables, enfin en tout cas le public est aussi capable d'une certaine manière, mais eux via le casting le sont, de créer, c'est ce que je disais, des personnalités un petit peu plus niches, des gens qui vont venir répondre non pas à une très grande demande populaire, mais peut-être à une attente un petit peu plus spécifique d'un certain groupe ou d'un certain style musical. Et je pense que le fait d'avoir fait un casting très large, ils sont 17 cette année, c'est plus que l'année dernière, d'avoir été dans plein de sens différents, d'avoir typiquement par exemple ce profil de musicienne un peu autrice-compositrice qu'on a chez une Emma du coup, mais aussi chez une Lily qui est venue avec sa guitare, etc. Et d'ailleurs on voit dans le discours qu'a eu Michael Goldman en la présentant que lui est très attaché à ce profil-là parce que je pense que c'est quelqu'un qui va avoir des aspérités et qui va potentiellement pouvoir répondre à une niche un petit peu plus spécifique. Maintenant, moi je peux pas m'empêcher de me dire aussi que la façon dont il y a un développement de la musique et en particulier du training, du modèle de la K-pop dans le monde de la musique internationale, je suis sûre que ça impacte d'une certaine manière la Star Academy. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire que l'arrivée de Jonathan, je sais plus son nom de famille, I'm sorry. Le prof de danse, qui est quand même un prof de danse beaucoup plus capé que Malika, beaucoup plus pro, qui a un background quand même de star, quoi. Je peux pas m'empêcher de me dire que c'est une manière pour eux de faire entrer la Star Academy ou de la rapprocher d'un modèle comme Dream Academy, qui est donc cette télé-réalité dans laquelle qui a permis la formation du groupe Katseye, qui est en fait une académie dans laquelle on pousse le niveau vraiment très loin.
on attend des artistes et des trainees qu'elles soient excellentes dans toutes les catégories. Et je peux pas m'empêcher de me dire que le fait d'avoir un prof de danse beaucoup plus capé, beaucoup plus pro, ça intuite forcément la volonté de faire progresser beaucoup plus et travailler beaucoup plus les élèves sur ce sujet-là. Papy d'ailleurs est aussi un prof de théâtre plus capé, plus reconnu, etc. Donc il y a potentiellement volonté aussi d'upgrader à ce niveau-là. Je pense que le fait d'avoir un niveau de saison et de casting plus élevé que les saisons précédentes, c'est aussi pour moi la volonté d'aller chercher des gens qui ont déjà quelque chose qui va pouvoir être développé, quoi. Et d'avoir des candidats qui sont plus shapés que les années précédentes pour démarrer directement plutôt dans le vif du sujet. Et je pense qu'il y a la volonté de step up et de step up particulièrement potentiellement sur le fait d'arriver à créer un profil de pop star, quoi. D'une meuf qui vraiment sait danser, sait chanter. Je pense que c'était un peu la volonté qu'ils avaient avec Ebony. Je suis pas sûre que elle, en fait, c'est exactement ce qu'elle voulait. Je pense que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, déjà se cherche, artistiquement parlant. Quand on voit Rage, il y a quelque chose de beaucoup plus proche, sans dire que c'est copié. C'est ce qui lui a été assez reproché d'avoir une DA assez proche de ce que peut faire Shai, par exemple. C'est un univers, une esthétique qui lui plaît plus et qu'elle a envie de creuser. Versus quelque chose de très pop. Tous les ans, ils essayaient. Je pense qu'ils avaient vraiment une foi de ouf dans le profil de Lenny. Alors, je sais que beaucoup de gens même disaient ça va être la tête macrée à la française. Bon, oui, bien sûr. Je pense que c'est un peu leur objectif cette année. Je pense qu'ils ont envie de réussir à craquer ce truc-là qu'ils n'arrivent pas à craquer encore. De sortir des personnalités girl et boy next door qui sont très successful et on va en avoir cette année. Mais je pense qu'ils ont envie potentiellement d'avoir quelqu'un qui soit très pop, très danse. Je vais clôturer quand même en disant que je ne comprends donc toujours pas les choix de DA musicale dans l'émission. Au vu du fait qu'ils ont cette ambition d'être un incubateur aux futures stars de la pop et de la musique française en général, c'est très bizarre du coup de les faire interpréter et être sur scène dans des tenues et avec des esthétiques et avec des choix de chansons qui sont tellement pas modernes et tellement pas dans l'époque. Et j'en viens même à me demander si c'est pas une stratégie qui est de ne pas nous permettre de trop les projeter dans des univers hors de l'académie. En fait, j'ai l'impression qu'en les obligeant à rentrer dans un certain moule qui ne permet pas vraiment de détecter des aspérités ou une esthétique très claire, j'ai l'impression que c'est aussi une manière pour eux de contenir les étudiants et les académiciens pour se laisser la liberté à eux d'un peu les shaper comme ils veulent. Et je dis pas du tout qu'il y a une silenciation des identités, parce que encore une fois, quand on écoute le live, quand on écoute les quotidiennes, quand on écoute les répétitions, quand on écoute ceux qu'ils chantent quand ils sont ensemble dans le château, on perçoit très vite leur goût. Je pense qu'il y a un peu la volonté de pas trop nous permettre de nous projeter dans l'après-Starac, alors que eux sont en train de le faire parce qu'ils fabriquent un projet. Je voudrais bien d'ailleurs votre avis là-dessus, sur vos théories, sur pourquoi est-ce que à la fois ils essayent de créer les futures stars de la pop, tout en leur faisant chanter des chansons du XIVe siècle. On est arrivé à la fin de ce premier épisode de Internet Pépette. Voilà, je me suis nourrie de plein de choses que j'ai vues, de plein de choses que j'ai lues, plein de débats d'ailleurs que j'ai eu avec mes potes. Gros big up à Marianne, ma star qui est counterpart Star Academy et ma meilleure personne pour discuter et débriefer. J'espère que l'épisode vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai adoré. Je vous mets en description les personnes que j'ai pu citer, les comptes TikTok que j'ai pu citer. J'en profite d'ailleurs pour remercier Julie qui a créé le logo de ce podcast et qui a travaillé avec moi la DA de Internet Pépette. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Je suis grave shy. Là je me dis je vais devoir aller le monter, je suis stressée et tout. J'ai trop peur que vous détestiez. J'espère d'ailleurs que vous serez nombreux et nombreuses à vous abonner. N'hésitez pas à partager le podcast si ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à mettre une petite note, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il faut faire sur un podcast. Je crois qu'on peut commenter les podcasts sur Spotify, donc si vous voulez commenter le podcast, n'hésitez pas. Sinon vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram pour qu'on commente ensemble, pour réagir. N'hésitez pas à me faire tous vos retours sur le fond, sur la forme, sur la façon dont les thèmes sont abordés. Je prends tous vos retours. Je prends aussi toutes vos demandes de sujets, s'il y a des trucs qui vous intéressent, s'il y a des trucs qui vous ont marqué, s'il y a des trucs où vous vous dites que vous avez envie qu'on en discute, n'hésitez pas. On se retrouve très vite, potentiellement dans 10 à 15 jours. Je pense que ça va être le rythme que je vais essayer d'adopter. Et d'ici là, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et rendez-vous dès samedi pour le premier prime éliminatoire de la Star Academy. On va voir ce qui se passe, on va voir si mes intuitions se confirment. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous fais plein de bisous. À très vite, plein de gros bisous. Love you!